Radio J, l'étoile et le jasmin. Maya Naoum, bonjour, et Shana Tova, merci d'être avec nous. Merci Lise, Shana Tova, à tous les auditeurs et les auditeurs de l'Étoile et le Jasmin spécialement. Allez, tout le monde quand même. Non, mais vous connaissez mon humour un peu je lourd. sais. Lise... Alors, on reçoit ce matin oui, dites-moi. Hélène Weisbourg. Alors, Hélène Weisbourg, qui est mon invitée. Alors, avant de vous recevoir, Hélène, je voulais juste vous dire que, Lise, pour commencer cette saison littéraire de l'Étoile et le Jasmin, je pense que commencer par Proust, par le maître, c'est pas mal, non? C'est mieux que pas mal. D'accord. Alors, bonjour Hélène Weisbourg. Bonjour. Alors, vous avez été haut fonctionnaire au ministère de l'Éducation nationale, vous avez été conseillère de François Mitterrand sur les grands projets d'urbanisme et de l'environnement, dont la pyramide du Louvre. Vous avez été présidente de la Maison des enfants d'Isieux, dont je crois que vous êtes vice-présidente maintenant, ou je me trompe? Non, je suis maintenant présidente de la fondation pour la Maison des enfants d'Isieux, et donc présidente d'honneur. D'accord, bah alors voilà. Et vous êtes écrivaine, vous écrivez des livres très remarqués, et vous faites paraître aujourd'hui un livre qui est vraiment, vraiment une petite merveille. Ça s'appelle La chambre de Léonie. C'est pour ça, Lise, que je parlais de Proust. Alors, quand je dis Léonie, il y a plein de mots qui viennent. Il y a Swann, il y a Guermantes, il y a le baron Charlus, et tous ces noms du bottin proustien qui nous mettent dans l'ambiance. Lise, c'est bon, on peut y aller. On est dans l'ambiance proustienne. On y va. Alors, chère Hélène, rappelez-nous qui est Léonie, pour ceux qui n'auraient pas lu la recherche. Léonie est la tante du narrateur qu'il voit lorsqu'il va en vacances à Combray-Illiers, dans la maison du côté paternel. Et cette tante Léonie, au moment où Proust, enfant, fait sa connaissance, est constamment malade, soi-disant malade, allongée dans son lit et ne quitte plus la chambre. Voilà. Et le narrateur vient la voir, la saluer, sans émotion particulière, car il n'y a pas de relation proche à elle, mais il observe. Et il observe par la fenêtre de la chambre. Donc, c'est son premier poste d'observation de la réalité. Alors, Léonie, c'est quand même, rappelons-le, c'est la Madeleine. Voilà. Alors, c'est quand il va tremper sa Madeleine, que tout va ressurgir, comme il dit, tout Combray réapparaît, eh bien, c'était cette Léonie qui lui avait fait les petites madeleines. D'ailleurs, c'est ce qui nous manque sur la table du studio ce matin. Des madeleines? Oui, non, je plaisante. Ce n'est pas Léonie qui les lui avait faites, mais elle lui fait déguster. Oui, bien sûr, elle ne les avait pas fabriquées. Dans une tisane, et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un peu une métaphore de toute l'œuvre. Tout à fait. Tout le monde connaît la Madeleine. Voilà. Mais bien sûr. Non, tout le monde connaît la Madeleine, mais qui connaît Léonie? Absolument. Alors, donc, voilà. Donc, je voulais juste rappeler l'image de la Madeleine, parce que c'est quand même elle qui lui en donnait. Non, elle ne les fabriquait pas, de toute façon, elle était toujours au lit. Oui. Donc, Jean-Yves Tadier, qui est quand même un des plus grands spécialistes de Proust et qui vous fait la préface de votre livre, écrit, vous concernant, l'auteur découvre ses propres secrets en croyant chercher ceux de Proust. Alors, votre livre, Hélène Weisbourg, est aussi l'histoire d'une lecture. C'est la lecture aussi que vous pouvez nous donner de Proust, mais à travers vous. Moi, je l'ai lu comme un aller-retour entre vous et Proust. Et avec cette chambre, la chambre qui est complètement fondamentale. D'abord, vous avez appelé ça la chambre de Léonie. Et chez Proust, évidemment, la chambre a une importance colossale, puisqu'il va mourir au 102 boulevard Haussmann dans une chambre qu'il n'a plus jamais quittée. Et à son tour, il va raconter à Céleste, à sa gouvernante, absolument tout. Et elle va être le témoin, la dernière témoin de ce chef-d'œuvre absolu qui est la recherche et le reste. Alors, vous avez commencé votre écriture, si je comprends bien, de la chambre, en écoutant les émissions sur Céleste pendant le confinement? Non, ça a été un stimulant. C'était l'année précédente. D'accord. C'était l'été précédent. J'étais en Normandie, ça c'est important, la Normandie. Bien sûr. Et Lise, vous adorez la Normandie. J'adore, mais je crois que Maya aussi, elle adore la Normandie. Et j'ai entendu
les entretiens avec Léonie, qui était Avec Céleste. avec Céleste, pardon, qui était à ce moment-là déjà une vieille dame. Et j'ai été absolument stupéfaite par la jeunesse de sa voix. Je connaissais les entretiens, j'avais le livre, je l'avais lu. Mais là, entendre une vieille dame qui avait une voix de jeune fille et qui faisait vibrer la présence de Proust, qui le ressuscitait, c'était vraiment une métamorphose extraordinaire. D'ailleurs, je recommande à nos auditeurs, proustiens ou pas proustiens d'ailleurs, de taper ça sur France Culture et de réécouter ces entretiens qui sont exceptionnels, mais exceptionnels. Et on peut les réécouter. Je vais revenir à la chambre, alors, à cette symbolique très très forte de la chambre. N'y a-t-il pas une chambre, écrivez-vous, n'y a-t-il pas une chambre vide à l'origine de l'écriture ? Il y a toujours une chambre vide à l'origine de l'écriture. Et chez vous, Hélène Westbord, il y a cette première chambre vide qui est à Argenteuil. Elle va devenir vide, cette chambre, puisque vos parents qui habitaient avec vous à Argenteuil vont être déportés. Et donc, cette chambre, la vôtre, va évidemment rester vide pour une autre chambre dont nous allons parler bien loin en Mayenne. Vous pouvez nous raconter ? Oui, mais d'abord, vous parlez de la thématique de la chambre, car au départ, je n'ai pas du tout pensé à tout ça que vous dites, qui est juste... Ah, ben c'est votre lecture après. C'est l'écriture. L'écriture. C'est l'écriture qui fait advenir en nous une vérité obscure que nous sommes incapables de formuler, qui nous tourmente et qui surgit dans l'acte même d'écrire. Par rapport à mon métier d'enseignante que j'ai exercé avec passion pendant longtemps, c'est très difficile de passer au travail d'écrivain. Je dirais d'une certaine manière, c'est l'inverse. Quand on est enseignant, on sait ce que l'on veut dire, ce que l'on veut montrer aux élèves, aux étudiants. Donc vous passez à l'écriture. Et quand on passe à l'écriture, on cherche, on ne sait pas. Justement, c'est le saut dans le vide et il faut se lancer. Alors, la chambre au départ, pour moi, c'était aussi une manière de cadrer un peu l'entrée dans l'œuvre immense de Proust. Parce que c'était une navigation très audacieuse de se dire comment faire lire la recherche à ceux qui ne la connaissent pas. Et après tout, le point de vue de la chambre est un point de vue fondamental. Alors maintenant qu'on sait que effectivement par l'écriture les choses sont advenues et vos propres secrets sont advenus grâce à l'écriture, pouvez-vous, je le répète, revenir à Argenteuil pour nous et à ce moment-là la scène de l'école qui est absolument incroyable, qui est dans la chambre de Léonie, est-ce que vous pouvez la donner à nos auditeurs ? Oui, la scène est très très brièvement dans la chaîne de Léonie, dans ce texte de Léonie, car elle a été développée dans mon premier livre. Oui, mais elle est forte. Dans mon premier livre qui s'appelle L'amour sans visage. Elle est extrêmement forte. C'est difficile de vous en parler, c'est venu par l'écriture, car je n'ai pas de souvenir. Et c'était la difficulté d'écrire ce livre fondamental sur la disparition des parents, qui n'a pas été formulée, qui n'a pas été consciente, sinon le sentiment d'un abandon définitif et total, que le monde disparaissait, parce que le père n'était pas là à la sortie de l'école pour m'attendre comme chaque jour et me donner la main. Et bon, voilà, ce manque fondamental, il est dans Proust aussi, à un autre niveau. C'est le soir dans la chambre, quand il est à Combray, quand il est obligé de monter seul et qu'il y a des invités, et que la mère ne peut pas lui donner ce dernier baiser dans son lit. Et cet abandon de l'enfant, toute proportion gardée entre ce qui arrive à Proust et ce qui m'est arrivé, moi, dans mon existence réelle, c'est quand même une analogie. C'est vrai. Mais ce que vous racontez aussi dans la chambre de Léonie, c'est que vous allez vous allez être une enfant qu'on va emmener ailleurs. Ça va être en Mayenne, je crois. Et là, en Mayenne, et vous allez arriver, c'est extraordinaire, parce que vous allez arriver chez des gens qui ont un café.
Et vous allez regarder le monde à travers ce café. Pour une petite fille, vous avez 5 ans, je crois. 6 ans. 6 ans. Pour une petite fille juive, vous allez connaître un monde, enfin le monde du café en Mayenne quand même. C'est quand même un autre monde. C'est une coupure hallucinante C'est d'Argenteuil. un autre univers. C'est complètement fou. Et là, cette petite fille va regarder quand même le monde, et grâce à l'écriture, et je l'ai bien lu dans la chambre de Léonie, vous allez regarder celle qui s'appelle Marie. C'est ça. Et vous allez, enfin, je ne vais pas dévoiler, mais vous allez dire des choses. On imagine une petite fille de 6 ans, haute comme 3 pommes, dans un café quand même, dans un autre monde. Et la question que je voulais vous poser, Hélène, c'est votre rapport, alors ça on est chez Proust, à la judéité ou au judaïsme, parce que vous êtes baptisé, on vous baptise, vous devenez catholique. Hein. Et votre rapport à la judéité, ça surgit quand ? Parce que là, en Mayenne, tout ça, vous êtes catholique. Oui, mais en même temps, il y a quelque chose au fond de moi. Je ne suis pas de là. Je ne suis pas catholique. Je ne suis pas la fille du couple qui tient le café. Hein. Je suis adoptée sans être adoptée. Je ne l'ai jamais été. Je suis baptisée sans être vraiment catholique. Donc, je suis pas à ma place. Hein. Il y a un ailleurs. Et ma judaïté, c'est d'abord ça. Et puis ensuite, plus tard, quand il y a un effondrement, parce que quand on a beaucoup progressé, qu'on s'est battu pour être premier partout, pour arriver... Oui, je ne dis pas tous les diplômes que vous avez. Ensuite, quand on il faut bien, un moment, il n'y a plus rien devant soi. Et il faut se retourner en arrière. Et à ce moment-là, c'est très, très difficile parce que les bases manquent. Le fondamental fait défaut. Et là, ça a été une recherche, après une dépression difficile, ça a été une recherche systématique et consciente de l'histoire juive et de l'histoire de la Shoah. L'effondrement dont vous parlez, est-ce qu'il est parallèle à la découverte? Non, c'est pas le mot, parce que vous le saviez que vous étiez juive. Enfin, il y avait cette chose en vous. Mais est-ce que c'est parallèle à l'acceptation de quelque chose d'énorme qui vient, qui est que, voilà, votre judéité? Parce que vous parlez, je crois, du procès Barbie à un moment. Oui, est-ce que c'est parallèle à ça ou Tout j'ai à bien fait. lu? Oui. Tout à fait. Il y a juste eu un épisode auparavant, mais si vous me lancez Non, on dans n'a tous pas le les temps. épisodes extraordinaires, qui a été le retour d'un cousin que j'ignorais, qui à partir du Canada, qui était le neveu adoré de mon père, et qui, à partir du Canada, m'a retrouvé. Lui, c'était tout de même, ça c'est pas du tout dans le livre, dans celui-ci, c'est dans le premier. Lui avait été à Auschwitz. Il en était sorti par miracle. Il adorait mon père. Et ensuite, il est parti en exil au Canada. Et à l'occasion, à New York, à toutes les grandes fêtes, comme celle-ci aujourd'hui, ou les mariages, il demandait « Est-ce que Jacques et Fanny, mon oncle et ma tante, vous les avez vus, vous les connaissez ?» Et un matin d'avril 1967, quelqu'un lui a dit « Ils ne sont pas revenus, mais la petite fille, Hélène, je l'ai vue en 1945. » Et à ce moment-là, il m'a retrouvée. Donc ça, c'était le premier point de départ très fort qui a accéléré mon retour indispensable à la judéité pour remettre toute ma vie d'aplomb. Bien sûr. Oui, on a l'impression, enfin, parce que je vous rappelle, Lise, ce livre, il est vraiment très beau parce que c'est comme, vous voyez, des petites estampes, c'est des petits chapitres comme ça, donc c'est lisible comme ça n'importe où et peut-être même pas dans le bon ordre parce que c'est pas très, on s'en fiche. Et c'est des petites pastilles comme ça qui sont extrêmement poétiques, extrêmement profondes et comme j'aime, très minimalistes. Ça veut dire qu'il faut aller les lire et se dire tiens mais allez, je pars. Et c'est vrai que cette errance comme ça que vous nous donnez est très intéressante parce qu'après, moi, je sais que je l'avais dans le train comme ça et je partais. Alors, je savais plus si j'étais chez vous ou si j'étais avec Proust. C'est quand même pas mal, hein. Ou si j'étais avec Léonie ou si j'étais avec Céleste. Mais il y a beaucoup, c'est très intense. C'est tout petit, hein. Chers auditeurs, il fait 100 pages, hein. Alors, maintenant, je voudrais juste vous poser une question. Les éditions du Wistemboire, mais c'est incroyable ce mot. Je suis allée regarder ce que c'était que le Wistemboire, je savais pas. Vous savez? Moi non plus. Alors, expliquez-nous. Je suis allée regarder, hein, je connaissais pas. Ouais, c'est
issu Il faut d'un... en parler de ces éditions. Oui, bien sûr, parce que ce sont des éditions merveilleuses, très soignées, avec très, très belle recherche esthétique des livres qui sortent, de manière à ce qu'ils soient très conformes à ce qu'ils racontent. Et le Vice en boire s'est emprunté au romancier Jacques Perret. Comment vous dire? Qu'est-ce que C'est un truc. C'est le truc machin, quoi. C'est le truc machin, ouais, ça C'est comme, existe vous pas. savez, c'est comme le sketch comique de Coluche, quoi. Ça sert à quoi, un Vice en boire? Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Hélène, on a encore un peu on a une seconde, Lise? Oui, on a une minute Une minute. encore. Hélène, je voudrais que vous nous lisiez pour donner le goût de votre écriture, parce qu'on est là pour faire aimer les livres et donner envie de lire aux gens, c'est tout. On fait pas, si on fait ça, c'est déjà énorme. Hein, Lise? Vous pouvez nous lire la page 104, ce passage à partir du trouble, c'est la scène, non, ou plutôt quand oui, enfin, c'est la scène de l'école que vous esquissez. Enfin, c'est pas tout à fait ça. Vous parlez d'Argenteuil, je me perds. Quand je repartis enfin sur les traces. Ah oui. Quand je repartis enfin sur leurs traces, ce fut une descente dans l'univers des ombres, presque effacée, silencieuse. Lui et ma mère surtout, dans la cuisine sombre en arrière de la boutique à Argenteuil. Ne retrouvant rien d'elle, jamais rien, sinon un contour en estompe, un dos penché sur un évier, immobile sans se retourner. À peine une esquisse, plus ombrée que le reste, un dos sombre. Le voyage vers les morts est empli de menaces. Comment garder le goût de vivre et à quoi s'accrocher quand on se hasarde au bord interdit? Beau, hein? C'est très beau, très beau Écoutez, texte. c'était un bonheur de vous recevoir. Je rappelle. Oui, Lise, alors on va peut-être tu rappelles le remonter. titre. Voilà, on va montrer le livre. Donc, Hélène Weisbord, La chambre de Léonie, préfacée par Jean-Yves Tadier aux éditions Le Vice en boire. Merci beaucoup, Maya Naoum. Merci, bonne Merci journée. beaucoup, Hélène Weisbord. Merci.